Merci. À la dernière présentation sur les explorations digestives dans l'EMITI qui va être présentée par professeur Hida. À vous la parole. Donc, merci, cher ami. Donc, je vous demande de me supporter une deuxième fois. Donc, je vais vous parler des moyens, comment explorer une suspicion de Mickey chez un enfant. Toujours, donc, on s'adresse donc les pédiatres, les médecins de première ligne qui doivent suspecter ces situations et de faire quand même un bilan avant de le référer. Voilà, donc on parle des maladies chroniques inflammatoires intestinales, comme vous le savez. Donc il y a deux entités cliniques, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique. Et il y a certaines situations où on n'arrive pas à distinguer entre les deux. On parle de colite indéterminée. Le dénominateur commun entre ces différentes maladies, de ces formes cliniques, c'est qu'il y a une inflammation chronique. Ils partagent presque les mêmes facteurs étiologiques et font quand même donc un lit pour le cancer à long terme. Et puis, ils répondent tous aux anti-inflammatoires, aux immunomodulateurs et actuellement à la biothérapie. La distinction entre les différentes formes, c'est intéressant de les connaître pour voir, mais pour connaître l'apport des différents outils diagnostiques. La maladie de Crohn, donc, c'est une maladie qui peut être étendue depuis la bouche jusqu'à l'anus. C'est une atteinte qui est transmurale, donc qui peut donner des lésions assez profondes. Il y a des zones saines et des zones qui sont épargnées. Et quand on a la chance de trouver le granulome, donc c'est la lésion spécifique, mais ce n'est pas toujours le cas. La rectocolite hémorragique ou la colite ulcéreuse, c'est une maladie inflammatoire qui touche essentiellement et uniquement presque le côlon à partir de rectum, et c'est une atteinte qui est ascendante. Et il touche la muqueuse, donc c'est une atteinte qui est superficielle sans zone saine. Et quand on n'arrive pas à distinguer entre ces deux entités cliniques, on parle de colite indéterminée et souvent il y a de la place pour certains examens, donc certaines sérologies, et c'est l'évolution qui va trancher. Et c'est des maladies qui évoluent par poussée et rémission. C'est très important à retenir. Donc ce sont des maladies chroniques quand on les traite, et ça nécessite une surveillance où il y a une place pour ces explorations. Il y a une classification actuellement donc, qui se base sur l'âge. Donc, on parle de Mickey pédiatrique quand il survient chez l'enfant de moins de 17 ans, Mickey précoce, moins de 10 ans, Mickey très précoce, VLL en 7 IBD, moins de 6 ans. Il y a même des formes, bien que c'est rare, des formes infantiles chez le nourrisson et même des formes néonatales. Et dans ce cas-là, c'est une approche qui est un petit peu particulière. Ce sont des maladies génétiques. Donc, juste un rappel de physiopathologie. Vous avez les 4 composantes de facteurs étiologiques. Il y a la prédisposition génétique, et il y a un environnement, donc ça explique peut-être l'augmentation de ces maladies, et la réponse immunitaire qui est dysrégulée vis-à-vis d'un microbiote qui est déséquilibré également. Donc voilà donc l'implication de facteurs étiologiques qui concurrent pour avoir une activation anormale du système intestinal immunitaire qui va générer une inflammation chronique et qui va donner des signes cliniques avec des lésions muqueuses qu'on trouve à l'endoscopie. Donc, on peut définir les maladies, les muqueuses de telle sorte, chez des individus génétiquement prédisposés, des facteurs environnementaux et des réponses immunitaires inappropriées au microbiote intestinal génèrent une cascade inflammatoire dysrégulée, créant une agression pour la muqueuse. Donc il y a 2 éléments à prendre en considération ici. La dysbiose, on en parle beaucoup actuellement, et une réponse immunitaire qui n'est pas normale, donc il est peut-être agressif vis-à-vis de la muqueuse intestinale. Quelques particularités des muqueuses chez l'enfant, c'est il a un impact important sur la croissance. Souvent, la croissance est altérée, le retard pubertaire et surtout la maladie de Crohn. Et les formes sont plus extensives que chez l'adulte. Et ça nécessite un diagnostic précoce et précis, d'où l'intérêt de connaître un petit peu les moyens de diagnostic pour justement ce diagnostic précoce et précis.
Voilà, donc l'objectif de ces explorations des Mickey, c'est pour avoir un diagnostic initial précis, pour une prise en charge précoce et pour une surveillance thérapeutique. C'est des maladies chroniques, il faut les surveiller, et de savoir détecter ces complications. Les outils dont on dispose, donc on a tout un arsenal de moyens de diagnostic. Il y a de la biologie, il y a de l'imagerie, l'endoscopie, l'histologie, de l'intérêt d'une stratégie bien codifiée pour diagnostiquer, pour un diagnostic initial, pour un bon suivi et pour la détection des complications. Voilà, le diagnostic initial, tout à l'heure, donc j'avais une question concernant le diagnostic. On se base sur un faisceau d'arguments, donc il n'y a pas de signe spécifique pour une Mickey. Vous avez des signes digestifs, des signes généraux, des signes extradigestifs, des signes biologiques, radiologiques, endoscopiques, histologiques. C'est un tout, donc pour obtenir un diagnostic d'une Mickey chez l'enfant. Et lorsqu'une Mickey est suspectée, la première étape reste toujours d'éliminer une pathologie intestinale ou d'autres diagnostics. Et on le fait à chaque poussée, donc rechercher une infection. Et au diagnostic, tous les patients doivent bénéficier d'un bilan biologique complet, on va le voir. Donc, avant d'entamer ces explorations, il faut suspecter cette Mickey. Donc, on la suspecte sur les signes digestifs, des diarrhées chroniques, douleurs abdominales, les sangs dans les selles, une asthénie, un amaigrissement, et des signes extradigestifs, atteintes articulaires, des muqueuses, les aftes, un érythème noueux, etc. Donc, les examens, l'exploration biologique, on va commencer par les examens biologiques à visée diagnostique, pour le diagnostic initial. Donc, on dispose des explorations biologiques liées à l'inflammation. Il faut mettre en évidence et confirmer cette inflammation. Vous avez l'élément le plus important, c'est la CRP et la calprotectine fécale, qui est le stigmate, donc le marqueur de l'inflammation de la muqueuse. Il y a certains examens spécifiques des Mickey, donc les PNK et les ASCA, donc on va voir un petit peu leur place. La CRP, vous la connaissez, donc c'est un élément, c'est un marqueur de l'inflammation par excellence. Donc il faut le demander d'emblée. Donc je passe. La calprotectine, actuellement, donc elle est devenue de plus en plus un examen de routine, mais il faut le cadrer. Donc il n'est pas spécifique. C'est le témoin de l'inflammation, de la muqueuse. Il faut savoir l'interpréter parce que souvent, on reçoit des malades pour demande de coloscopie sur des calprotectines au plafond, mais sans contexte particulier. L'intérêt, donc, c'est un puzzle. Donc, c'est un examen, c'est un outil de diagnostic qu'il faut mettre dans son contexte. Donc, c'est un test qui est simple et il dépend beaucoup de technique, de la technique et de recueil d'essais. C'est pourquoi on voit un petit peu des examens, des résultats très différents d'un laboratoire à l'autre. Donc il faut savoir avec qui travailler pour exploiter cet examen en bon escient. Le seuil de la calprotectine, donc théoriquement, on parle de 50 microgrammes par gramme. Donc, quand c'est inférieur, ça nous permet d'écarter quand même une maladie organique. On peut orienter, bien sûr, selon le contexte. Il n'y a pas de signe de retentissement. On peut s'orienter vers une pathologie fonctionnelle. Et quand c'est 50 de sang, c'est douteux, donc il faut savoir le répéter par la suite. Et quand c'est au-delà de 200, donc quand même, ça nécessite des examens complémentaires et il faut référer le malade au gastro-entérো-pédiatrique. Tout en sachant qu'il y a des variabilités pour ce test-là. Donc, chez le tout petit, on a des chiffres qui peuvent aller jusqu'à 350 chez le nourrisson de première année. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, il y a d'autres facteurs qui peuvent affecter le niveau de la calprotectine fécale. Ça passe vite. Donc, il y a des facteurs individuels, l'âge, il y a les facteurs environnementaux, il faut voir est-ce que le malade n'a pas pris certains médicaments, et les facteurs pré-analytiques, donc le mode de recueil, etc. Voilà. Vous avez un petit peu pour dire que la calprotectine n'est pas spécifique d'une Mickey, mais il y a d'autres pathologies qui peuvent s'accompagner avec une élévation de la calprotectine. Les autres pathologies inflammatoires, en plus de la Mickey, les pathologies néoplasiques, bien que ce n'est pas le cas pour la pédiatrie, les pathologies infectieuses, pathologies allergiques, les polypes qui saignent, et donc on a souvent des calprotectines qui sont augmentées. Donc la place de la calprotectine pour le diagnostic initial et pour le suivi, c'est un bon moyen pour monitorer
la réponse au traitement. Donc, d'autant plus quand si on veut contrôler un petit peu la réponse thérapeutique, les endoscopies, c'est invasif. Donc, la calprotectine, dans ce cas-là, donc il a une bonne place pour la surveillance. Voilà. Et ça nous permet également d'épargner certains examens endoscopiques qui sont invasifs, qui se font sous anesthésie générale. Donc, c'est l'analyse de contexte clinique et des autres examens pour pouvoir maintenir ou non l'indication de la coloscopie. C'est un travail qui a essayé de placer un petit peu, c'est une méta-analyse qui est très importante pour voir un petit peu, est-ce qu'on peut, pour les médecins de première ligne, les généralistes et les pédiatres, de s'orienter juste sur les données de la calprotectine. C'est vrai, donc c'est un petit peu positif, mais la conclusion des auteurs disent qu'on ne peut pas la proposer comme un élément fiable pour sélectionner, donc de l'intérêt de référer le malade pour, quand la suspicion elle est là, pour un gastroentéro pour compléter les explorations. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, c'est un examen de labo qui doit être encadré par le contexte clinique. C'est très important. Et il a une grande valeur pour éliminer, quand il est négatif, les neurogènes organiques, quand c'est inférieur à 50. Et c'est un bon marqueur pour le monitoring de Mickey. Les autres examens, donc les ANCA et les PES-ANCA et les ASCA, à un certain moment, c'était demandé donc, de façon... mais actuellement, ce qu'il faut retenir, ils ne sont plus recommandés. Peut-être qu'ils gardent une place dans les colites inclassées, oui. Et voilà, c'est le mot que je peux retenir ici. Donc, c'est les PES-ANCA. Donc, il ne faut pas le demander de façon de routine. C'est des examens qui sont chers, mais en fonction de contexte. Voilà, c'est pour montrer un petit peu la valeur prédictive positive quand ils sont positifs. Les ASCA, c'est en faveur de Crohn, les PANK, c'est en faveur de RCH. Donc, on voit ceux qui sont positifs et ceux qui sont négatifs pour s'orienter vers soit un Crohn ou une RCH. Les autres examens biologiques demandés dans le cadre de diagnostic initial, c'est d'écarter certains diagnostics. Dans notre contexte, on peut demander le bilan de la tuberculose. Et les autres, c'est pour préparer le malade peut-être pour un traitement immunosuppresseur ou une biothérapie, donc les sérologies virales, etc. Et en tant que pédiatre, donc, il faut chercher la notion de varicelle ou de la rougeole. On passe aux explorations radiologiques. Il y a un examen qui n'est pas invasif, il faut savoir l'utiliser et le demander. C'est l'échographie abdominale en demandant au radiologue d'étudier les parois intestinales. Il faut le préciser parce que c'est très important. Et puis, il y a les autres, l'entéroscanner qui a sa place, surtout pour détecter les atteintes gréliques et les complications. Et on préfère, quand c'est disponible, l'entéro-IRM, qui a une place qui est très importante et il a remplacé carrément le transit de grêle. L'objectif de l'imagerie, de la radiologie, c'est de chercher cet épaississement pariétal. Donc l'échographie abdominale, elle a une grande place. Le scanner, c'est un examen qui est irradiant. L'entéro-IRM pose le problème de la disponibilité. Sinon, c'est le meilleur examen. Voilà donc les critères en faveur d'une IRM, d'une Mickey en cas d'entéro-IRM. Vous avez cet épaississement, bien sûr, et les autres signes que je ne vais pas détailler. Et puis, il y a l'endoscopie. La place d'endoscopie, c'est l'élément clé pour le diagnostic. C'est un outil central pour l'évaluation et la prise en charge des malades des maladies inflammatoires de l'intestin. Il a un intérêt dans le diagnostic initial, dans le suivi, traitement, et voilà. Les différents examens endoscopiques, on a la coloscopie, souvent toujours associée à une fibroscopie digestive haute, on va voir pourquoi. Donc, c'est dans des situations non urgentes, il faut bien préparer le malade. Il faut toujours s'acharner à l'intubation de l'ilion terminal pour avoir un diagnostic différentiel, faire des multiples biopsies sur des enseignes pathologiques et établir un score d'activité endoscopique en plus de score d'activité clinique et paraclinique. On peut demander il y a une place pour la vidéocapsule endoscopique quand elle est disponible et l'autre examen, c'est l'entéroscopie.
La fibroscopie digestive haute, parce que ça permet quand même de faire des diagnostics dans 10% des cas. Donc, on fait des fibros, des biopsies étagées, même en dehors de lésions endoscopiques évidentes. L'héliocoloscopie, donc, c'est un examen incontournable pour le diagnostic positif des Mickey, pour voir les lésions élémentaires qui ne sont pas toujours spécifiques, de voir un petit peu l'étendue, la répercussion sur le côlon et l'ilion. Et il faut bien étudier la dernière anse iliale pour, dans notre contexte, pour ne pas passer à côté d'une tuberculose. Voilà quelques aspects endoscopiques. Vous avez ici des lésions. Donc, des lésions en coup d'angle, des ulcérations aftoïdes, des ulcérations superficielles, des lésions creusantes, c'est le crâne, des ulcérations cardiographiques et des lésions même profondes. Vous avez des sténoses, des lésions assez importantes, pavimenteuses et des ulcérations aftoïdes de l'ilion. Pour le RCH, c'est la muqueuse qui toute rouge, qui pleure facilement, donc elle saigne facilement au toucher de coloscope et il n'y a pas de zone saine. Donc c'est une atteinte qui est étendue. Et parfois on n'arrive pas, endoscopiquement, on n'arrive pas à distinguer est-ce que c'est un Crohn ou un RCH. Donc c'est les colites indéterminées. Et là peut-être la place pour les sérologies, les ANCA, les ASCA et peut-être l'évolution. Voilà les différents aspects qui permettent de trancher entre la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse concernant les lésions endoscopiques. Et bien sûr, on profite de cet examen endoscopique pour faire des biopsies. Il faut multiplier les biopsies dans des zones saines, pathologiques, pour une étude histologique, microbiologique. N'oubliez pas de demander le gène expert et de même faire des études virologiques, en particulier le CMV. Au terme de cet examen endoscopique, on fait un score donc, qui nous permet de suivre un petit peu le malade par la suite pour voir un petit peu la réponse au traitement. La vidéocapsule endoscopique, quand c'est nécessaire, ça permet d'étudier surtout le grêle. Donc elle a un apport quand même important. Vous avez les différents aspects de la vidéocapsule. Donc c'est un enregistrement sur plusieurs heures. Et vous avez ici les recommandations publiées dans les archives de pédiatrie, l'indication de la vidéo de la capsule endoscopique. L'entéroscopie, qui n'est pas facilement disponible en pédiatrie, quand on peut la demander pour avoir une étude assez exhaustive concernant le grêle. Voilà, je passe. On peut demander certains examens, donc c'est orienté quand on a suspicion d'une colite sclérosante associée, parfois même elle est nougatrice d'une Mickey, donc on peut demander la CPRE dans des centres qui font cet examen-là. Et la place de l'endoscopie également dans le suivi. Vous avez ici ce qu'on appelle le mucosa héline, donc la cicatrisation des muqueuses, donc pour pouvoir arrêter le traitement ou arriver à une escalade thérapeutique. Donc, voilà un petit peu le bilan qu'on peut demander, le bilan biologique. Donc, il y a un bilan inflammatoire, l'émiration pour voir s'il y a une anémie inflammatoire, la CRP, la calprotectine fécale, donc un ionogramme sanguin, surtout pour les malades qui seront mis sous pentasa, donc ça nécessite quand même une surveillance, le bilan hépatique, le bilan de retentissement, donc nutritionnel, les sérologies, le quantiférant pour un diagnostic différentiel et les examens copro et parasitaux. Donc, voilà. Et bien sûr, l'intérêt de ces explorations, en plus de diagnostic différentiel, diagnostic initial et de suivi thérapeutique, donc ça nous permet également de détecter et de rechercher des complications pour les traiter précocement. Donc on essaie de chercher s'il y a des sténoses, des fistules et des abcès. Donc comme je l'ai dit, c'est des maladies chroniques. Donc le malade ne guérit pas à 100%. Voilà. Et pour la détection des complications, le scanner est là une place très, très importante.
Donc, pour terminer, pour poser le diagnostic d'une Mickey, donc c'est un faisceau d'arguments. Il y a des signes et des symptômes. Donc, on se base également sur une histoire clinique, des antécédents personnels, familiaux, histoire actuelle, et bien sûr un bon examen clinique. Et puis, les autres outils diagnostiques pour l'exploration que j'ai cités. Donc, il faut savoir les demander, les bien interpréter et je vous propose cet algorithme qui est simple pour des médecins de première ligne. Donc, devant une suspicion clinique, douleur abdominale, diarrhée chronique, plus ou moins 100, lésion anopérinéale, retard de croissance. Donc, on fait un premier bilan pour on demande les marqueurs de l'inflammation, donc numération, CRP, VS, la ferritine et l'albuminie. Et puis, certains examens qui ne sont pas deuxième ligne, mais qui ne sont pas invasifs, la carte protective fécale et l'échographie abdominale. Et j'ai mis plus ou moins les sérologies P en cascade, donc ce n'est pas recommandé, mais peut-être dans cette situation, pourquoi pas. Et en fonction du résultat. Quand c'est négatif, ça permet quand même qu'on a... il faut toujours donner de l'importance à la clinique. Quand ces examens-là sont négatifs, une échographie normale, bilan inflammatoire normal, on peut écarter une origine organique et peut-être retenir l'origine fonctionnelle. Quand c'est positif, en fonction des différents résultats, soit on est devant suspicion de Crohn, donc on confirme par le diagnostic, par l'endoscopie, vous avez les caractéristiques de maladie de Crohn, complétées par une entérourine pour une étude pour voir l'étendue des lésions. Et le RCH, c'est l'autre situation, donc les autres caractéristiques endoscopiques, surtout pour retenir ce diagnostic. Voilà. Donc, pour diagnostiquer une Mickey, donc il faut savoir utiliser les bons outils pour un diagnostic précoce. J'insiste que le diagnostic, c'est un faisceau d'arguments. Et c'est un bilan qu'on demande aux différentes étapes de prise en charge. Au niveau, donc, donc, au départ, la surveillance thérapeutique et la détection des complications. Et je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup, professeur, pour l'excellent exposé. Et donc,